En dehors de ma surface est le premier podcast où l'on discute foot, voyage, rencontres, expériences de vie avec des acteurs du football. Je suis Hugo Sanudo, je développe des projets liés au foot à travers le monde et j'accompagne également des entraîneurs dans l'obtention de leur diplôme via des VAE, validation des acquis de l'expérience. En novembre dernier, j'ai eu la chance de réaliser un projet qui me tenait à cœur depuis la création de ce podcast. Partir en immersion à la rencontre d'entraîneurs et de formateurs français sur leur terrain de jeu. Tout a commencé début 2022 lors de l'enregistrement de l'épisode 37 avec Stéphane Adamietz, directeur sportif du club de Yamoussoukro FC en Côte d'Ivoire. On s'était alors promis que j'irais le voir sur place pour découvrir de mes propres yeux ce qu'il me racontait. Et quelques mois plus tard, me voilà donc parti à Abidjan et Yamoussoukro pour un voyage immersif incroyable. Avant de partir, j'avais pris contact avec Julien Chevalier, qui a un profil très en dehors de ma surface. J'étais vraiment curieux de savoir comment un jeune entraîneur de 31 ans avait pu devenir directeur d'une des académies les plus réputées d'Afrique, l'ASEC Mimosa, avant d'en devenir l'entraîneur principal, suite à une expérience au Togo en tant qu'adjoint de Claude Leroy. J'ai eu la chance de passer du temps avec lui à Solbeni, au sein de la fameuse académie qui se situe en plein cœur d'Abidjan. Après un déjeuner puis une visite des lieux, nous avons enfin décidé d'allumer les micros et d'enregistrer l'épisode dans son bureau. Je vous laisse découvrir ce beau parcours d'un coach français en Côte d'Ivoire dans ce deuxième épisode de la série spéciale Côte d'Ivoire. Bonne écoute! Bonjour Julien Chevalier, comment vas-tu? Très bien. Ouais, on est ici à Abidjan, à Solbeni, au club de l'ASEC Mimosa, et dont tu es l'entraîneur principal depuis maintenant 3 ans. C'est ça, ouais, 3 saisons. 3 saisons. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Je suis, j'espère, encore un jeune entraîneur, même si on vieillit un petit peu, français, qui est arrivé en Côte d'Ivoire en 2011, donc il y a 11 ans maintenant, après un parcours de jeune passionné de football en France, où j'ai eu la chance d'être pas trop mauvais pour faire un petit passage en centre de formation à l'AS Cannes, mais très vite rattrapé par quelques limites, mais sans perdre la passion, je suis retourné dans mon club formateur et j'ai commencé à entraîner des jeunes, des tout jeunes au début, et je me suis lancé dans le côté éducateur plus au départ qu'entraîneur, avec les petites catégories, et progressivement j'ai pris goût à ça en essayant de chercher à progresser. Et en faisant un peu toutes les catégories de jeunes, j'ai continué à jouer au niveau amateur en France, dans les divisions départementales au départ, par rapport à mes contrats avec mes clubs. Et puis j'ai eu la chance après de quand même aller évoluer en CFA2 à La Roche-sur-Yon en Vendée, qui m'a permis de connaître le niveau national comme joueur, qui était aussi une étape importante. Et là aussi, de progresser au niveau national avec les jeunes dans ce club, où on pouvait affronter en tant que club amateur des clubs professionnels, donc des beaux défis. Et puis, cette passion et le côté éducateur, chercher à progresser, m'a finalement fait voyager jusqu'en Côte d'Ivoire, alors que c'était assez inattendu. Quand on me connaît. Ouais, c'est ça. T'es pas un grand voyageur, même jeune, c'était... Non. Ouais, c'est marrant. Alors que maintenant, tu vas avoir l'étiquette du voyageur, du baroudeur, mais c'était pas... C'est un peu ça, ouais. Ça s'est transformé, mais c'est vrai que pas du tout. Et puis après, le temps, l'occasion, par la profession de mon père, il n'avait pas les vacances en même temps que nous, donc c'est vrai qu'on faisait pas plus de voyages que ça non plus en famille. L'été... était souvent dans les clubs de foot consacrés à la reprise, à la préparation physique. Donc toujours une vie un peu orientée quand même par le foot et ses contraintes aussi. Ouais, comment tu as su que tu voulais être entraîneur? Je ne sais pas si je l'ai su, mais c'est la passion du foot. Et puis en revenant dans mon club, mon petit club amateur, c'est Sébastien Migné, un personnage important quand même dans mon parcours, qui m'a fait revenir sous ses ordres et en même temps m'a donné un peu cette fibre en me proposant de commencer à entraîner les jeunes comme lui l'avait fait, et puis j'y ai pris goût surtout parce que ça aurait pu ne pas m'intéresser, j'aurais pu préférer continuer à jouer, mais j'ai bien apprécié les deux très vite et du coup en cherchant à améliorer un petit peu comment le faire.
Mais ça s'est fait naturellement en fait. Le ressenti a été positif, l'envie de continuer, de chercher à faire mieux, de trouver de nouvelles idées. Donc ça s'est un peu imposé. Hein. Et Sébastien Minier qui a beaucoup voyagé après. Oui, lui, il est un bon globe-trotter aussi, lui, moi, que j'ai connu en France. Ok, toi, c'était avant qu'il parte. Oui, voilà, sur la Côte d'Azur. Après, je l'ai rejoint en Vendée. C'est lui qui m'a fait voyager aussi, petit voyage, mais voyager jusqu'en Vendée. Et qui, lui, après, est d'abord en France, a continué est passé au niveau professionnel avec Jean-Pierre Papin, à Strasbourg, à Lens, et qui, justement, après ces expériences-là, s'est retrouvé à rejoindre Claude Leroy à l'étranger. Donc, avec le parcours qu'on connaît, Oman, le Togo, le Congo. Voilà, lui c'est un vrai globe-trotter, encore un peu plus que moi, même si c'est vrai que maintenant, par la force des choses, au départ, la Côte d'Ivoire, c'était un premier pas, mais lors de mon passage au Togo avec la sélection nationale, on a voyagé un petit peu plus, même si c'est à l'occasion de matchs, hein, c'est pas des découvertes touristiques, mais c'est vrai qu'on a voyagé. Puis avec la SEC Mimosa et la récente campagne en Coupe d'Afrique, qui depuis hier se prolongera cette saison, donc on aura peut-être d'autres pays à visiter encore. Bah ouais, c'est génial. Et commençons par cette grande question, mais comment t'es arrivé en Côte d'Ivoire? Comment la Côte d'Ivoire est venue te chercher, en fait, toi qui étais entraîneur des 17 ans nationaux? 17 ans nationaux, j'arrivais en fin de contrat et je rebondis à ce moment-là dans un club amateur de division régionale, puisque l'opportunité se présentait. C'était l'occasion de passer une étape vers le football des adultes, se confronter à une nouveauté. C'était important aussi à un moment de passer cette étape-là. Donc je venais de m'engager avec le club et c'est vrai que, comme tu dis, on est venu me chercher un peu, mais comme tu l'as fait, quoi. Moi, il faut en général venir à moi, sinon c'est un peu plus compliqué. Et en fait, c'est des connaissances qui, en discutant entre eux, ont pensé que mon profil pouvait servir à cette mission-là. Et c'est Sébastien De Sabre, qui lui était entraîneur de la SEC Mimosa depuis quelques mois et avait commencé à faire de bonnes performances, qui m'a contacté pour me proposer de le rejoindre, parce que le projet était de relancer un peu la formation au sein du club de la SEC Mimosa, avec sa mythique académie Mimosifcom lancée par Jean-Marc Guillou à l'époque, avec le président Roger Ouénien. Donc il y avait ce projet-là, on me l'a proposé. Alors c'est vrai que c'était une décision un peu inattendue à prendre, alors que je venais de m'engager, qu'on venait de commencer la préparation d'une saison, mais on était quand même dans le monde amateur, et là ça permettait quand même de rejoindre un club professionnel avec une structure de formation de jeunes. Alors je suis revenu vers le jeune, vers le football des jeunes, mais avec des prérogatives un peu différentes, où à l'époque je m'occupais d'une petite équipe, enfin d'une équipe de joueurs, et là où il fallait mettre en place toute la structure de formation, chapeauter plusieurs catégories, décider des orientations de travail, la planification, tout ça. Donc c'était un nouveau challenge, même si c'était encore avec les jeunes, de développement intéressant, et dans un club mythique. On va parler bien sûr de la SEC, mais et on t'a beaucoup challengé avant de te recruter, vu que tu n'avais pas énormément d'expérience, ni forcément dans la gestion d'un centre de formation, ni dans une équipe professionnelle. Est-ce que ils ont fait confiance aux personnes qui ont donné ton nom? Oui, il me connaissait. Alors, pas comme éducateur. Donc, il a plutôt fait confiance aux gens qui lui ont parlé de moi. Il connaissait aussi ma personnalité, parce qu'on a joué ensemble. Même si c'est vrai qu'on n'avait pas les mêmes profils et la même façon de voir l'engagement sur le terrain. Et puis, donc, des fois, on n'était pas toujours d'accord. Tu y allais un peu trop fort. Puis voilà. Et puis, en fait, comme je suis un peu introverti, et on n'a pas gardé plus le contact que ça. Moi, je suivais son parcours à Sébastien De Sabre, parce qu'il avait bien évolué en CFA au Canet Rocheville. Il avait fait monter le club de division régionale au championnat national. Après, je savais qu'il était parti à la SEC, donc je suivais de loin par intérêt, en le connaissant de l'époque, mais on n'était pas en contact plus que ça. Donc
Il a fait confiance aux infos qu'il avait eues, et puis en connaissant la personne, quand on a échangé, ça a dû le convaincre. C'est vrai que c'est plus même pour les dirigeants d'ici, qui eux me connaissaient pas, qui lui ont fait confiance, et qui après ont découvert sur le tas ce qu'on pouvait essayer d'apporter au club. Je suis arrivé en signant un contrat de 3 ans, et on m'a prolongé après de 3 saisons de nouveau. Donc je pense que l'investissement, en tout cas, leur plaisait. Ouais, de toute façon, là, quand on parle aux gens autour dans le club, là, on sent que tu as laissé des beaux souvenirs à l'académie, parce qu'on va voir. Toi, tu es arrivé en fait comme directeur du centre. C'est ça, ouais. Ton poste Tout à fait. Enfin, responsable de la formation, parce que Sébastien était le directeur technique du club, donc c'est lui qui chapeautait l'ensemble du club. Donc moi, c'était plus axé, responsable sur l'académie, sur la mise en place de la stratégie sportive et du suivi sportif au niveau de l'académie. Et c'est vrai que Sébastien est parti au bout d'1 an à peu près vers d'autres horizons sportifs, et c'est vrai que je me suis retrouvé du coup tout seul ici, donc avec des prérogatives un petit peu plus importantes, l'autonomie un peu augmentée avec les responsabilités. Donc ça s'est dirigé après un peu plus sur un rôle de directeur de l'académie, mais toujours très axé et concentré sur le côté terrain et sportif. Ouais. Mais tu gérais une équipe? Tu oui. étais l'entraîneur sur le terrain. Tout à fait. Mais c'est vrai que il faut mettre la main à la pâte. Après, c'est aussi le profil jeune qui peut-être les a attirés, parce qu'il fallait beaucoup d'énergie pour mener cette mission, parce qu'on avait 2 catégories, mais voilà, on avait des entraînements décalés, et on gérait les deux groupes à suivre, donc ça prenait beaucoup de temps sur le terrain, beaucoup d'énergie, et puis on n'était pas un staff extrêmement important pour développer les joueurs et mettre en place la politique sportive. Donc oui, on était sur le terrain, et puis on perdait pas le fil de la gestion d'une équipe en restant dans les bureaux. Non, on était sur le terrain au quotidien, et les mains dans le moteur, comme on dit. Ouais, et justement, donc on est obligé de le citer, tu l'as déjà cité, mais c'est vrai que la SEC Mimosa est connue dans le monde entier avec cette histoire de l'académie qu'a créé Jean-Marc Guillot. Je pense que c'est quand même intéressant, parce que tu t'es retrouvé, tu es arrivé quand même 10 ans après la fin de l'histoire de Jean-Marc Guillot et la SEC Mimosa, mais c'est quand même un sujet, et c'est quand même très présent quand même dans cette histoire-là en Côte d'Ivoire et ici dans le club. Est-ce que toi, comment tu l'as vécu en arrivant? Quelles ont été tes premières impressions par rapport à ça? Oui, en Côte d'Ivoire et en Afrique. C'est une référence des débuts de la formation en Afrique, et d'une sacrée réussite quand même, avec des belles générations qui après ont fait le bonheur de l'équipe nationale. Alors pas totalement, puisqu'ils ont mis du temps à gagner la CAN, mais malgré tout, il y avait une bonne base encore à cette époque-là. Donc, mais c'est vrai que c'était une référence, et ce qui, je sais pas si c'est de la pression, mais en tout cas, ça donne beaucoup de responsabilités et un repère qu'on sait difficile à atteindre. Donc ça relève l'exigence, et on sait qu'il va falloir être très impliqué, travailler fortement pour essayer de faire une partie du travail de la même manière, parce que le foot a beaucoup évolué, le contexte local a beaucoup évolué. Ça a été précurseur ici. À l'époque, la formation se développait déjà. C'était les débuts un peu, alors pas les débuts complètement en France, mais il s'est inspiré de ça pour le mettre en place en Afrique, où là, par contre, ça n'existait pas beaucoup du tout. Et donc un peu précurseur, mais c'est vrai que ça a donné beaucoup d'idées. Donc la concurrence entre son époque et puis 10-15 ans après, c'était plus la même. C'est ça. Lui, il a pu recruter les meilleurs. C'était plus facile à ce moment-là, en étant précurseur, de recruter aussi disons les meilleurs jeunes du pays. Oui, c'est ça. C'était la seule structure qui a donné l'envie aux joueurs, la possibilité. Donc tout le monde était attiré par cette chance-là, avait envie de tenter sa chance. Mais sa réussite en a inspiré d'autres. Au niveau local, tout le monde a cherché petit à petit à réfléchir à comment mettre en place
ce genre de structure. Alors pas avec les mêmes moyens, mais dans son petit coin, essayer de développer des jeunes joueurs parce qu'ils ont sûrement vu qu'il y avait des intérêts à le faire et des perspectives à creuser. Donc c'est vrai que maintenant, Abidjan regorge de centres de formation. Alors après, qui n'ont pas tous le même standing, la même structure, mais en tout cas qui sont tous motivés, qui cherchent à aider les joueurs à se développer et qui s'inspirent de l'organisation qui a été mise en place ici et qui s'occupent de regrouper les joueurs, de les mettre sous contrat. Donc ce qui crée maintenant une concurrence et une difficulté à les recruter parce qu'ils appartiennent plus à personne et juste aux parents qui vont les emmener tenter leur chance. Mais maintenant, entre guillemets, ils appartiennent à des centres de formation, des éducateurs qui n'ont pas toujours l'envie de perdre leurs meilleurs joueurs, comme on le voit aussi en France avec les clubs amateurs qui ont des bons joueurs qui ne les laissent pas toujours partir. Et puis en plus, maintenant, voilà, la nouvelle étape, enfin l'étape supplémentaire, c'est la présence des agents qui, au départ, sont venus voir l'Académie Miosifcom pour voir des bons joueurs en Côte d'Ivoire, mais qui maintenant, quand ils veulent venir voir des bons joueurs et chercher des joueurs, ils vont partout. Ils ne viennent plus que ici, puisqu'il y a d'autres structures. Ils savent aussi qu'il peut y avoir des joueurs qui sont gardés dans leur structure, même moins développés dans les quartiers, donc ils n'hésitent pas à y aller aussi. Donc les petites structures savent qu'elles peuvent être approchées directement. Donc il n'y a plus obligation de les envoyer à la SEC Mimosa, et donc la concurrence est beaucoup plus rude. Donc c'est pas facile de continuer sur cette lancée où le terrain était vierge, et même si l'idée justement c'était précurseur de mettre ça en place, mais en étant seul, ça permettait d'avoir un petit peu plus de souplesse et de liberté dans les choix et dans la mise en place du travail, quoi. Bon, on m'a parlé de Jean-Marc Guillou, mais je ne peux pas faire la même chose puisque, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas vécu, on n'a peut-être pas complètement le même ressenti et le même bagage. Donc chaque nouvelle personne amène sa vision, sa méthode qui parfois est légèrement différente, parfois beaucoup. Et dans la formation, si on se trompe pendant 1 ou 2 saisons, on ne les rattrape pas comme ça. Il faut attendre la génération d'après, de remettre les choses dans le bon ordre. Et donc, par moment, il y a eu des passages un petit peu plus difficiles, une génération peut-être un peu moins douée, parce qu'on n'a pas toujours la chance d'avoir une génération dorée. Et puis, avec des hauts, des bas, et le travail surtout, on arrive à remettre les choses en place et à retrouver parfois de bonnes perspectives. Après, il faut arriver à durer, mais la continuité, il ne faut jamais se relâcher. Et toi, quand tu es arrivé à 31 ans, tu es arrivé avec plein de certitudes, tu avais un concept, tu savais où tu voulais les emmener, tu avais une méthodologie, tu avais une vision, tu savais, je sais. En fait, c'est ça, comment tu arrives à 31 ans dans un pays que tu ne connais pas, et avec cette pression et ces objectifs élevés pour un club comme la SEC, quoi. Oui, puis les certitudes, c'est pas mon genre. je suis du genre à beaucoup me poser des questions et puis à douter pour pouvoir chercher à être sûr, à s'améliorer, à perfectionner. Donc rarement complètement satisfait de ce qu'on fait. Et puis alors à cet âge-là, c'était des méthodes différentes. C'était un club amateur, donc même si on s'entraînait 4 fois, c'était pas 9 fois par semaine. On allait à l'urgence parce qu'il fallait faire un petit peu de résultats tout en essayant de faire progresser des joueurs. Là, l'objectif était uniquement de faire progresser les joueurs d'abord. Les résultats passaient avec cette progression-là et il fallait vraiment s'attarder sur les détails. Et puis, avec des joueurs qui n'avaient pas de bagage, parce que le football de masse en France, quand même, permet à tout le monde d'acquérir un niveau de base. Et puis après, on développe chacun ses capacités. Là, c'est pas toujours le cas. Les joueurs sortaient des quartiers, du football de rue. Donc il faut leur donner un nouveau cadre d'organisation collective, de coordination les uns avec les autres.
Donc voilà, donc il n'y avait pas de certitude. Et puis, mais comme à chaque fois, comme je dis, je suis pas du genre à avoir des certitudes et plutôt à douter, mais à chaque fois, je me dis, est-ce que je suis capable? Et le fait de se poser la question m'oblige à convaincre, à travailler pour réussir la mission. Et bon, on passe des étapes à chaque fois. Même quand je rejoins l'équipe nationale au Togo, je me posais la question. Quand je reviens pour l'équipe professionnelle, parce qu'on passe des nouvelles étapes qu'on n'a pas vécues encore, même si on a observé, ça nous donne un peu des idées sur comment on peut voir les choses, les mettre en place, etc. Mais après, une fois qu'on est dedans, il faut être capable de réagir à la situation et de s'adapter en permanence. Donc non, pas de certitude. Pardon, et vous avez quand même, les entraîneurs, cette capacité d'adaptation un peu naturelle, ou en tout cas c'est obligatoire pour tenir sur la durée. Et toi, tu le savais que tu avais cette facilité, tu allais réussir à t'adapter, ou tu t'es pas trop posé de questions? Dans l'avion, tu te disais quoi avant d'arriver ici? Non, jusqu'au dernier moment, on doute, on n'est pas sûr, et même au quotidien, on cherche à bien se préparer, et puis on découvre. Quand on arrive ici, moi je savais même pas où j'arrivais. Hein. J'avais une image, parce que j'ai pas eu le temps de chercher. En 15 jours, ça s'est fait, il fallait décider, il fallait s'occuper de vider les appartements, de partir, déjà d'annoncer aux dirigeants qu'on partait. Donc pas eu vraiment le temps de me projeter, de me renseigner sur la ville. Sébastien qui était ici m'a rassuré sur le fait que ça allait être quelque chose de bien organisé. Donc voilà, mais c'est vrai que dans l'avion, je voyais un petit peu les chemins de terre, les petites maisons. Bon, j'ai vu des grands immeubles. J'avais eu l'impression d'arriver à New York en arrivant au plateau, s'ils appellent ça le petit Manhattan. Café des affaires. Donc voilà. Donc c'était plus développé que ce que je pensais, sans vouloir être péjoratif. C'est que je savais pas où j'allais. Donc j'ai pas eu le temps vraiment de préparer tout ça, et c'est aussi dans l'avion qu'on s'est dit comment on va mettre ça en place. Avec les gamins, quelques jours après tu avais les trentaine de gamins après, devant toi. Après c'est ça, il faut s'adapter aux enfants qu'on découvre ici, enfin aux enfants ou aux jeunes adultes, puisque on avait une catégorie de 16 ans et de 18 ans, enfin de moins de 18 ans et moins de 16 ans. Donc voilà, qui commencent à être des jeunes adultes avec leur morphologie, leurs qualités, leurs défauts, leurs retards dans certains secteurs de la formation, mais leur volonté immense. Donc voilà, on a découvert sur le tas, et on a cherché à s'adapter à eux, mais aussi en emmenant, nous, notre façon de voir, notre méthodologie et notre vision un peu européenne. Donc parfois ça se confronte un petit peu. Mais il faut mixer tout ça, il faut savoir aller vers eux, tout en gardant l'exigence qu'on se doit d'avoir si on veut chercher à les faire grandir et progresser. Mais c'est sur le tas que ça s'est fait, très honnêtement. Ouais. T'as pas trop réfléchi, t'as pas fait des études théoriques sur comment faire pour me faire accepter Ah non, pas eu le temps. Hein. Il a fallu le faire. Après, après c'est le côté humain. C'est vrai que c'est pas facile de débarquer en Afrique. Il y a des personnes pour qui c'est un peu plus difficile, l'éloignement de la famille, de la France, des repères qu'on a habituellement, et puis il y en a à qui ça pose pas vraiment de problème. Moi, je suis bien dans mon coin, j'ai pas besoin de grand chose, je m'éclate sur le terrain, l'accueil a été malgré tout fantastique, avec des personnes qui étaient déjà en place, mais qui ont su nous accueillir, et avec qui on a réussi à bien collaborer. Et bon, la relation humaine est très importante, mais bon, c'est spontané. Hein, Est-ce qu'il y a eu un moment, un déclic, où tu t'es dit, là, il m'accepte, là, il y a un moment où tu t'es dit, voilà, là je les ai embarqués avec moi, ou en tout cas, ou les autres éducateurs, ou les joueurs, où tu as senti que tu étais dans ton élément? Il faudrait que j'ai ressenti l'inverse, en fait. Mais j'ai pas senti de frein, mais après, comme partout... on parlait tout à l'heure des méthodes qui parfois divergent un petit peu. C'est vrai que quand je suis arrivé, ils avaient des habitudes de travail. On entendait, oui, avant on faisait comme ça, c'était différent. Il faut expliquer pourquoi on pense ça, pourquoi on a l'impression que c'est dans ce sens qu'il faut aller. Mais en échangeant, on a avancé. Après, petit à petit, ils ont découvert la personnalité. Je pense un peu l'honnêteté envers eux, le respect aussi.
Et puis les résultats, oui, parce que on s'est mis à jouer des compétitions alors que ça faisait longtemps qu'on n'en faisait plus, donc ça a rassuré tout le monde de faire quelques bons résultats. Peut-être qu'à ce moment-là, ça a aidé encore un peu plus à valider les méthodes de travail pour leur montrer que c'était important d'y croire et de continuer dans ce sens, tous dans le même sens. Donc peut-être que ces premiers résultats, ces étapes ont aidé, mais il n'y a pas eu non plus de forte opposition au départ pour pas travailler ensemble, quoi. Et donc après, tu es parti, comme tu disais, tu l'as un peu raconté, au Togo comme adjoint de Monsieur Claude Leroy, un grand entraîneur français ici en Afrique. Et ouais, tu as eu cette chance en fait d'être dans son staff. C'est encore lui, Togo, qui sont venus te chercher, parce que c'est pas toi qui as commencé à envoyer tes CV, comme on voit avec ta personnalité, c'est pas toi qui envoie des CV à tous les pays, mais voilà, on est venu un peu te chercher. Et puis comme tu vois, on est bien ici, donc j'étais bien ici, je me posais pas beaucoup de questions, même si, comme je disais, il y a des moments où certains s'interrogent, veulent remettre des choses en question, mais ça arrive partout, et puis bon, il faut discuter, il faut défendre des positions, il faut expliquer. Donc oui, j'étais pas en train de chercher quelque chose particulièrement, mais c'est vrai que quand on m'a contacté, des relais ont pensé à moi, parce que je fonctionne pas avec des agents ou des intermédiaires, et puis comme tu dis, j'envoie pas de CV, j'avais pas besoin pour l'instant, je cherchais pas. Et il a fallu l'appeler déjà. C'est vrai que j'ai eu la chance de travailler avec lui, mais quand on m'a dit qu'il fallait appeler Claude Leroy parce que il cherchait un adjoint et que on lui avait parlé de moi, bon, il a fallu quand même bien 24 heures pour que je me décide à appeler quelqu'un que je connaissais pas, enfin que je connaissais à la télé, dans les journaux, comme une référence en Afrique en effet. Mais là aussi, on se demande mais qu'est-ce que je peux lui apporter. Bon, et puis on a franchi le pas et ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Il a décidé de me faire confiance et de me faire rejoindre son staff. Et ça a permis justement de découvrir ce grand personnage du football et en plus du football africain où j'avais atterri, et que je découvrais, où je me plaisais bien. Ce qui a sûrement aussi joué en ma faveur pour le rejoindre parce qu'en connaissant un petit peu maintenant le contexte africain et puis surtout la détection des jeunes joueurs, les mentalités qui sont parfois un petit peu différentes et puis le fait qu'il faut bosser beaucoup dans des contextes parfois difficiles. Alors même quand on arrive en sélection, les moyens sont un peu meilleurs. Mais le fait de s'être débrouillé avant avec moins de moyens, ça a dû plaire et donner à penser que j'avais des capacités, des compétences pour aider dans son staff. Alors que c'est un métier qui n'a rien à voir, être sélectionneur adjoint d'un pays versus directeur d'une académie avec le quotidien de s'occuper des jeunes de 15-16 ans. Ouais, c'est sûr que c'est un peu différent, enfin beaucoup différent. Malgré tout, il y a le côté détection. Ah ouais. Superviser, voir des joueurs, détecter des potentiels. Parce que, en effet, ça dépend d'où on est situé. Mais au Togo, c'est pas un pays où on a 23 professionnels de très haut niveau dans lesquels on va piocher. C'est des fonctions élargies. Ouais. Donc, t'es pas juste sélectionneur oui. les jours des Exactement. matchs. Donc on était très axé sur le foot local. Donc c'était aussi un paramètre important. Il n'y avait pas quelqu'un à faire débarquer qui ne connaissait pas l'Afrique, qui allait avoir du mal à s'acclimater. Moi, je connaissais, j'avais l'habitude. Et puis donc là, parce qu'il fallait avoir une mission vraiment sur le football local, de suivi, de supervision des joueurs. En même temps, justement, avec l'équipe locale des joueurs, enfin l'équipe des joueurs locaux, l'équipe nationale locale, comme on dit. C'est des trucs qu'on ne connaît pas en France. Mais où justement c'est des compétitions qui sont réservées aux joueurs qui jouent dans le championnat local, donc c'était important de le superviser en permanence, détecter les potentiels, mettre en place des rassemblements pour là aussi voir entre eux le niveau que ça pouvait atteindre pour rassembler les meilleurs pour être performants. Et en plus le travail, Claude Leroy avait une idée pour aider le football local. Il a toujours été impliqué justement dans le développement du foot local, dans le côté de foot des jeunes. Et c'est vrai qu'on a utilisé certaines compétences de mon passage à l'académie pour mettre en place un
une grande détection nationale, les graines du Togo, où c'est vrai que du coup on retrouvait parfois ce côté détection organisé sur des sites, rassembler des jeunes pour détecter les meilleurs. Donc on avait fait ça, on avait mis ça en place dans tout le pays avec des partenaires pour essayer de rassembler les meilleurs jeunes. Pour avoir une sélection, pour avoir des équipes un peu... Une base de données et pour aider petit à petit à développer les équipes de jeunes. Parce qu'il y avait du retard là-dessus. Comme souvent, ils sont un petit peu délaissés et passent pas en priorité. Donc il avait trouvé des moyens lui-même pour pouvoir mettre en place cette grande détection. Donc on avait parcouru le Togo de long en large. Donc là, il y avait des voyages mais internes. Mais c'est vrai qu'on a visité du pays. Et avec Claude Leroy à côté de toi quand même. Alors Claude Leroy nous suivait parfois pas dans les coins les plus éloignés. Là, on y allait, mais on a tout son staff en tout cas. Les adjoints, les intendants, tout le monde a mis la main à la pâte pour mettre en place cette idée, lui donner vie. Et c'est vrai que du coup, c'est pas un côté sélection nationale où on a quelques rassemblements et puis entre-temps, on regarde des matchs. On était très occupés aussi au quotidien. Ouais, voilà, okay. Et sympa le Togo, tu t'es plu ? Oui, c'était un pays très agréable. J'ai vraiment bien apprécié. Alors, beaucoup plus calme. Moins développé en termes de grandes structures, mais vraiment un pays très agréable, là aussi très accueillant. Et puis malgré tout, cette traversée du pays pour les détections nous a fait voir de beaux paysages, certains plus sauvages, plus rocheux, plus pas désertiques, mais un peu côté savane. Donc non, il y avait différents reliefs, c'était très, très agréable. Alors c'était des longues routes, mais on passait des bons moments et ça donne de bons souvenirs. Bah ouais, j'imagine, et vous parlez que de foot entre vous sur ces routes, ça devait être mythique un peu quand même. On profitait du chemin. Alors les journées étaient, parce que même quand on organisait ces détections dans chaque région, c'était plusieurs sites. Ouais. Donc on se rendait d'un site à l'autre pour voir comment ça se passait. On repartait dans un autre village et on traversait encore. Pour refaire le tour après, pour récupérer le matériel avant de rentrer, parce qu'on amenait tout le matériel. Et ça a duré combien de temps au Togo ? Mon aventure au Togo a duré 2 ans. 2 ans. Parce qu'avec des qualifs, il y avait des objectifs aussi de qualifs. C'est ça, exactement. Voilà, parce qu'après, avec l'équipe nationale, il y avait des objectifs importants, la pression des résultats aussi. Et puis, on a fait le parcours de qualification pour la CAN 2019, où malheureusement, on ne s'est pas qualifié. Donc, et là, ça a mis fin à cette aventure ? Ou non, après, c'est toi qui... Non, il s'est posé un moment de réflexion parce que voilà, j'avais découvert cette partie du métier pendant 2 saisons. Il y a eu un moment après cet échec où on se pose la question, on se demande comment ça va se passer parce que malgré tout, on a échoué à un objectif important. La SEC est revenue me contacter, prendre des nouvelles, puisqu'ils étaient à un moment où ils avaient peut-être envie de restructurer le staff technique au sein du club. Ils se sont sûrement rappelés de mon premier passage à l'académie. Ils m'ont contacté, on a discuté. C'est que tu n'as pas fait les choses trop mal. Oui, voilà, oui, sûrement. Puis c'est vrai qu'à l'époque, comme je disais, il y avait des moments, un moment où on s'est posé un peu des questions sur les résultats, mais on savait qu'ils étaient en train d'arriver. Moi, j'étais pas très inquiet. On avait déjà eu 1 ou 2 réussites, mais on savait qu'il allait en avoir sûrement plus. Après, on peut toujours... Il y a une bonne génération. Mais les choses s'étaient mises en place, les contacts étaient là, donc ils ont pensé qu'on avait bien travaillé, qu'on s'était bien impliqué, que peut-être ces qualités-là pouvaient aider au niveau aussi de l'équipe professionnelle, même si là, c'était une autre étape, passer à une équipe professionnelle, faire des résultats. Au sein de la SEC, j'imagine que le côté formateur pouvait les intéresser parce que malgré tout, on est un club où les meilleurs joueurs s'en vont. Il faut retrouver de nouveau
de nouveaux joueurs qui ont du potentiel, les développer, les faire performer. Donc ça a sûrement aidé aussi ce côté formateur, travail un peu plus en profondeur avec de jeunes joueurs pour aussi sortir une partie des jeunes que j'avais recrutés à l'époque. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé, parce que ça, on n'en parle pas beaucoup en France, parce que il y en a pas eu beaucoup qui sont venus en France, mais des joueurs formés à la SEC depuis que toi t'es arrivé, donc depuis 2010, il y en a beaucoup quand même qui sont partis en Europe. Et c'est un des objectifs, c'est pas le seul pour vous, mais c'est quand même un gros objectif, et ça montre que les choses ont été bien faites et que ça marche aussi. Parce qu'en Suède, il y a eu des belles histoires en Suède, au Portugal, il y a eu un joueur en France aussi, mais il y a eu des très belles réussites. J'ai envie de le dire parce qu'on n'en parle pas beaucoup, je trouve, en ce moment en France. Non, c'est vrai, comme tu dis, c'est vrai qu'on n'a pas touché la France, pas directement, avec des joueurs qui sont sortis de ces générations. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de joueurs qui finalement ont eu des profils intéressants. Et c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de méthodologie. Une des premières réflexions en arrivant, c'était justement de recruter des profils morphologiques, athlétiques, techniques pour certains postes, mais en essayant d'adapter les joueurs, enfin d'avoir des joueurs qui correspondent à chaque poste pour pouvoir intéresser. Et c'est vrai que le temps, le travail et le temps a validé ça. Parce qu'on avait quand même une belle génération de joueurs qui petit à petit, alors pas tous en même temps, mais successivement, chaque année, 1, 2, 3 joueurs intéressés des clubs étrangers. Mais c'est vrai que pour la France directement, non, mais le contexte aussi du foot français, qui est déjà très formateur, donc il y a déjà beaucoup de jeunes, mais qui est aussi parfois un petit peu hésitant à investir sur des jeunes joueurs, à sortir de l'argent. On sait que c'est pas le championnat qui achète le plus, mais plutôt celui qui vend, un de ceux qui vendent le plus. Donc c'est peut-être pour ça que ça s'est pas fait directement, et comme ils ont déjà une bonne formation, ces profils-là existent aussi, avec des binationaux, des choses comme ça. Mais beaucoup d'autres pays ont été intéressés, et puis de réussite en réussite, ça a interpellé, ça a donné de la continuité. C'est vrai qu'au départ, c'est plutôt vers le Portugal où les joueurs se sont dirigés. Et puis 1, et puis 2, et puis 3. L'exemple de Seri Michael qui était parti de la SEC, lui de l'équipe professionnelle, pour aller au Portugal, avec ensuite la carrière qu'on sait à l'OGC Nice, puis en Angleterre avec des rumeurs à Barcelone, donc un bon joueur, mais qui lui était passé par l'équipe professionnelle, pas formé à la SEC, mais parti de l'équipe professionnelle au Portugal. Mais derrière, ils sont venus chercher des plus jeunes qu'ils ont trouvé intéressants, à l'image de Conan Ghislain par exemple, qui petit à petit est devenu international A, qui après du Portugal s'est retrouvé à Reims en France. Donc lui est passé en France, mais pas avec l'étiquette à SEC directement, donc, mais qui fait partie de ces jeunes joueurs. Donc le Portugal, la République tchèque a eu son temps et ses opportunités. Mais c'est des pays un peu plus compliqués pour l'adaptation des jeunes Africains. Après, on a eu aussi la filière suédoise qui est venue s'intéresser, regarder, et qui a fait des belles réussites avec Odilon Kosonu, qui a signé en Suède à Hammarby, qui ensuite est parti à Bruges très vite. Très vite à Bruges. Donc, et puis qui a en plus avec Bruges joué la Ligue des Champions, rencontré Mbappé, qui a performé, qui maintenant est au Bayer Leverkusen. Donc une belle réussite qui a donné envie à d'autres clubs suédois de se pencher sur cette filière. Donc on a pas mal de jeunes joueurs qui évoluent en Suède. Et ils s'adaptent, ils arrivent, il n'y a pas de souci. Plutôt bien, c'est pour ça que ça perdure encore et ça intéresse. Ce qui est important, on avait la réflexion, nous, avec les dirigeants et le club, c'est pas spécialement de travailler avec un club uniquement partenaire, mais c'est de rien se bloquer parce que chaque joueur va avoir besoin d'étapes intermédiaires, de niveaux différents pour poursuivre son développement. Et c'est vrai que
le championnat suédois a trouvé une bonne filière, mais c'est aussi un niveau où les joueurs arrivent à rapidement jouer, performer, puisqu'après Kosonou, on a eu Mohamed Aziz qui est passé par la Suède aussi, qui est parti lui aussi en Belgique. Donc voilà, les réussites se sont un petit peu enchaînées, ça a donné l'envie, et ça fait partie des difficultés de ce club-là. On ne peut pas retenir les joueurs indéfiniment parce qu'on ne peut pas leur proposer suffisamment pour poursuivre leur développement et pour avoir la carrière qu'ils méritent. Donc on ne peut pas les empêcher de partir. Mais chaque saison, donc cette saison-là, on a déjà 3 joueurs qui sont partis. La saison d'après, on a fait monter d'autres joueurs et qui cette fois-ci ont réussi à nous permettre à conquérir le titre en participant activement, donc en terminant meilleur buteur. 19 ans. Et voilà, des joueurs qui avaient 17 ans, qui arrivaient sur leurs 18 ans. Donc, alors même pas, ils étaient encore un peu trop jeunes, donc c'était fin de 16 ans pour Konaté. On a pu garder Konaté Karim jusqu'à 4 journées de la fin du championnat. Tu vois, c'est le max, t'as pas pu tirer plus. Après, dans sa tête, les choses étaient signées, actées. Il a poursuivi jusqu'à à valider le titre. Il a voulu jouer encore 1 ou 2 matchs pour s'assurer le titre de meilleur buteur. Mais après, il n'a pas pu pousser plus loin et il est parti. Lui, il avait joué en sélection, pardon, je t'ai coupé. Mais... Oui, il était, voilà, ses performances avec nous l'ont amené jusqu'à la sélection nationale. Parce qu'à l'époque, Patrice Baumel suivait beaucoup le championnat local en étant basé ici, très présent, avait donné sa chance à Karim sur un match à Marseille, il me semble. Donc, une chance énorme pour lui. Donc oui, il avait acquis le statut d'international, ce qui fait aussi que l'intérêt était très intense autour de lui. Donc dès qu'on a pu officialiser quelque chose, ça a permis aussi aux joueurs d'être libérés, puis pas risquer de blessures. Et puis en plus, le championnat s'étant prolongé assez tardivement ici, ça reprenait déjà de l'autre côté. Donc il fallait qu'il puisse se lancer dans sa nouvelle aventure. Mais jusqu'au bout, il a donné tout ce qu'il avait et il est parti sur un but encore le jour de son dernier match pour bien fêter ça. Et ça, c'est quoi pour toi je sais que tu ne mets jamais trop devant, mais c'est une fierté incroyable quand tu les vois partir. C'est le travail accompli, c'est juste une étape. Ouais, non, mais c'est le travail accompli. Enfin, accompli. Non, c'est une collaboration accomplie même. C'est pour ça qu'on ne se met pas en avant plus que ça. C'est peut-être ma nature surtout. Mais sans l'implication du joueur, sa volonté d'accepter, de travailler, de s'investir, ça ne peut pas marcher. Donc, c'est ses qualités qui font la différence. Au départ, on le recrute parce qu'il a des qualités. Il faut encore qu'il les développe. Donc, nous, on n'a rien inventé au début. On l'accompagne. Et il faut qu'il ait envie de rester à l'écoute, de ne pas s'enflammer en pensant que ça y est, il est arrivé. Et ces 2 garçons, par exemple, mais comme Traoré Béni avant, Salifou. Alors après ça, par contre, c'est peut-être ce qu'on leur apporte, et c'est dans ma mentalité, c'est que tu n'as pas le droit de t'arrêter de travailler, quoi. Si tu commences à te relâcher, je ne vais pas te laisser faire. Mais ils ont su l'accepter, et puis c'est des travailleurs. C'est des joueurs qui en redemandaient, qui tout seuls commençaient à travailler avant l'entraînement, restaient un petit peu après. Donc à la fin, c'est peut-être pas non plus le hasard. Y a un gros travail qui a été fait, tous ensemble, mais tout dépend d'eux. Donc non, il n'y a pas ce côté fierté. Bon, quand on m'en parle, ça fait plaisir. Au moins, on pense qu'on a aidé. mais on a fait notre travail, en fait. C'est ça. On a juste cherché. On peut être satisfait de son travail aussi. Peut-être qu'on revient au problème d'être jamais satisfait, de toujours vouloir faire mieux et penser qu'on aurait pu faire mieux. Parce qu'il y en a qui ont réussi, il y en a qui n'ont pas réussi. Ouais. Donc peut-être qu'on aurait pu apporter plus encore à d'autres et qu'on a des choses à améliorer. Donc en fait, le quotidien, c'est ça. C'est pour ça que je ne réponds pas souvent à tout le monde, parce qu'on cherche toujours à essayer de faire mieux. Et on cogite beaucoup, parce qu'on est lié à la performance. Ouais, c'est ça, de tes joueurs. Quand si toi, tu pouvais rentrer sur le terrain et faire la diff. Des fois, on aimerait...
Alors on leur montre pour les convaincre. C'est vrai qu'on parlait tout à l'heure avec Monsieur Adou, qui est le responsable de la scolarité à l'académie, et qui disait que quand je suis arrivé, j'avais un peu moins de poils blancs à la barbe, un peu plus jeune, et que je courais avec eux. Et c'est vrai que les joueurs pouvaient pas dire j'ai pas envie de courir, le coach il le fait, donc t'as intérêt à toi y arriver. Aujourd'hui, alors là c'est un peu plus dur. C'est un peu plus dur, mais des fois je mets les crampons et je joue. Et comme à chaque fois j'ai souvent gagné, ça me permet d'avoir un peu de tranquillité pendant quelques mois pour celui qui va dire mais qu'est-ce qu'il me raconte? Non, je sais le faire, je peux jouer des deux pieds. Ça t'étais vers la fin de ça, pardon de te dire, mais faut non, mais c'est ça. C'est pour ça que je fais peu. Je le fais tu sais exactement quand tu le fais. Mais il voit quand même que même à la rue, je lâche pas. Et c'est ce côté de ma mentalité que je leur demande. Et malgré tout, depuis 3 saisons, on a créé cette mentalité, cette combativité, cet état d'esprit où les choses se passent plutôt bien et les joueurs vont dans le bon sens. Vous venez d'être champion 2 fois de suite et il vous manque peut-être un beau parcours sur le continent. Peut-être pour en tout cas national ici en Côte d'Ivoire, ça marche très bien. Oui, mais il faut et puis on peut pas se relâcher. On a réobtenu le titre, c'était important. Pour l'instant, il nous manque encore des choses. Peut-être la capacité à faire durer un effectif plusieurs saisons. On a enchaîné 2 saisons quasiment avec le même effectif qui nous a donné le titre de champion et une seconde fois avec la Coupe d'Afrique. Mais malheureusement, au passage peut-être de l'étape en Ligue des Champions, on a perdu des forces vives. Et on va travailler pour essayer de compenser ça et de revenir l'année prochaine, reconquérir le titre pour se rebattre pour aller en Ligue des Champions l'année prochaine. Je te le souhaite, je vous le souhaite. Et j'ai une question que je pose maintenant, très tard dans cette conversation. J'aurais pu te la poser avant, j'aurais pu te la poser avec l'histoire de Claude Leroy. Mais c'est quand même quand on est un entraîneur français ici en Afrique, qu'est-ce que tu dis sur cette histoire du sorcier blanc, du coach blanc français qui peut arriver ici? Beaucoup de gens peuvent critiquer ici. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a, avant d'arriver, ça t'a fait un peu peur, ou tu t'es dit est-ce qu'ils vont bien m'accueillir? On a parlé de l'accueil qui a été très bon, mais qu'est-ce que tu peux dire un peu de tout ça et de comment toi tu le vis et est-ce que tu y penses? Là, on rentre dans des débats de société et d'évolution, je pense. Mais parce qu'à l'époque de Claude Leroy, moi je le perçois pas négativement, au contraire, c'est après sa réussite au Cameroun où il arrive, il est champion d'Afrique. Donc c'est plutôt positif, c'est la réussite du sorcier blanc qui a réussi, parce qu'il y a beaucoup de je sais pas si on dit mythologie ou d'évocation ici de la magie, la sorcellerie et dans certains pays encore plus, au Togo, au Bénin, un peu plus qu'en Côte d'Ivoire, mais il y a toujours un petit côté mystique dans certaines réflexions. Donc quand on le met, c'est qu'il a vaincu lui les marabouts. Avec Paul Pogba, on en a entendu parler récemment, mais qui a vaincu ça pour réussir. Donc il a trouvé la magie. Ici, il y avait l'autre sorcier blanc, c'était Philippe Troussier, qui a été ici à la SEC Mimosa, qui a redynamisé le club à l'époque déjà des débuts de notre président Roger Wenien. Donc qui a eu cette étiquette de sorcier blanc, qui est resté invaincu pendant 108 matchs, je crois. Nous, on a fait la saison dernière 38 matchs. Et ça s'est arrêté sur ce tir dévié. On en était bien 108. loin. Hein? Lui, 108. Ouais, 108 matchs. C'est le record mondial d'invincibilité consécutive. Donc voilà, il y a ce côté sorcier blanc, mais c'était pas très négatif. Maintenant, c'est pas le côté sorcier blanc. Le problème, c'est que c'est vrai que maintenant, on évolue vers les pays africains, on le voit, qui veulent aussi revendiquer d'autres droits, d'autres choses. Ils veulent se développer d'eux-mêmes. Donc c'est l'évolution de la société, parce qu'il y a des compétences. Et Claude Leroy, par exemple, est l'exemple qui fonctionne toujours avec un staff, des locaux qu'il intègre dans ses staffs pour les développer, les aider à s'améliorer, et souvent derrière transmet le témoin pour la continuité. Donc voilà, nous on vient participer à ça. Alors c'est comme partout, il y a des oppositions maintenant qui se créent dans certains esprits, un petit peu étriqués peut-être. Moi j'ai pas eu peur de ça. Enfin,
Bon, après, assez naturel. Je me suis fondu dans le décor avec humilité, avec mon caractère, mes qualités, mes défauts, mais assez humain avec les gens. Les gens le sont aussi en face. Il ne faut pas se poser de problème. Après, moi, je ne perçois pas vraiment la couleur, quoi. Mais c'est vrai qu'on peut se rendre compte parfois qu'il y a cette revendication de plus en plus maintenant. Les réseaux sont ouverts, tout le monde donne son avis. Il y a des gens qui ont peut-être de mauvaises idées et qui, avec tout ça, se permettent de l'exprimer. C'est vrai que quand on perd un match, des fois, c'est parce qu'on est blanc. On n'en fait pas peu cas parce que c'est pas une généralité. C'est pas quelque chose qui m'est insupportable, même si c'est pas quelque chose que je trouve intelligent et agréable que les gens soient opposés de cette manière-là. Mais c'est vrai que ça peut porter des fois à revendication. Certains se sentent lésés parce qu'on donne les postes à des entraîneurs blancs, français, plus à des compatriotes. Nous, on essaye... moi, je travaille avec un staff d'ivoiriens. J'ai pas pris de français avec moi parce qu'ils sont meilleurs ou autres. Non, il y a de la compétence ici, mais il faut aussi reconnaître quand il en manque, celui qui en a. Et des fois, on a une tendance en Afrique à pas toujours valoriser ça, mais plutôt valoriser celui qui va m'aider ou que j'aime bien. Nous, on travaille, on est un peu sans concession entre nous. On a beaucoup de moments où on n'est pas d'accord, où on discute et on s'oppose. Mais il y a de la compétence, on l'utilise, on va après tous dans le même sens. Le danger, il est là. C'est quand les choses elles sont faites de façon liée à autre chose que la compétence. Mais il y en a au niveau des coachs locaux. Nous aussi, on en a à apporter. Et après, c'est la collaboration. Chacun s'inspire de l'autre. On prend les meilleures choses. C'est pas une histoire de revendication, mais c'est vrai qu'on peut pas empêcher certaines personnes de penser de cette manière-là. Dans les diplômes, dans les choses comme ça, on en parlait un petit peu. Le manque de reconnaissance d'un côté, on veut faire payer de l'autre. Ouais. Voilà, mais bon, c'est aussi une dérive qu'il faut arriver à régler. Si c'est pas reconnu complètement, c'est parce qu'on sait aussi que c'est pas bien fait et toujours de la bonne manière. Et si les choses sont faites sans complaisance et de façon sportive, cohérente, il n'y a pas de raison qu'on puisse pas travailler ensemble et qu'il n'y ait pas de la compétence de partout. Et la suite, Julien, de tout ça? La suite, c'est le match de la semaine prochaine. On joue jeudi prochain. C'est ça. On a un petit peu de répit parce que ce week-end, le stade est occupé et n'est pas disponible. Donc ça nous fait... les joueurs ont enfin droit à 2 jours de récupération. Et puis dès samedi matin, on se remet au travail pour préparer le prochain match. Quand on est entraîneur, le plus important, c'est le match qui arrive. Et on n'a pas toujours le temps de se projeter très loin. Ma dernière question que j'aime bien poser aux entraîneurs, qu'est-ce que tu dirais à un entraîneur qui hésite avant de partir à l'étranger? Moi, j'ai pas hésité, mais je ne sais pas pourquoi. Non, pourtant, je suis quelqu'un qui met du temps à réfléchir. Ou alors, j'ai hésité 2 jours, le temps de vite cogiter, mais il faut le sentir, en avoir envie surtout. Après, c'est le contexte dans lequel on vit peut être peut-être un frein, quelque chose qui bloque un petit peu. Moi, j'avais cette chance ou cette malchance. J'étais assez solitaire et en étant seul, c'était assez facile de prendre la décision pour moi-même, dans un sens ou dans l'autre. Mais en tout cas, je regrette pas et ça donne de nouvelles aventures, des nouvelles découvertes. Mais non, il n'y a pas de regret là-dessus, mais je ne peux pas conseiller quelqu'un. Chacun vit les choses à sa manière. Je sais que j'ai vu des gens qui ont plus de mal à le supporter, d'autres qui saisissent cette chance et qui s'éclatent dedans, c'est mon cas. Donc, mais on est nombreux comme ça. Donc, non, mais il faut pas avoir peur, mais si on le sent, il faut y aller, il ne faut pas hésiter. Ouais, je suis d'accord. Merci beaucoup, Julien. Merci à toi. Bonne continuation. Moi, je vais continuer mon petit voyage ici en Côte d'Ivoire. Profite-en, c'est très agréable. Tu verras des amis à moi là-bas. Ok. Merci beaucoup et à très bientôt, Julien. Merci. Merci bien, Hugo.
Merci Julien de m'avoir embarqué dans ton quotidien, d'avoir pris le temps de te confier sur tes choix et ton parcours. Je sais que cet exercice n'était pas ton préféré, mais il est certain que cet épisode en inspirera plus d'un. Je te souhaite de continuer de partager ta passion sur le terrain d'Afrique ou d'ailleurs. Voilà, vous venez d'écouter le 47e épisode de En dehors de ma surface et le second de la série spéciale Côte d'Ivoire. Hâte de vous faire découvrir le prochain épisode de la série avec Pascal Théo, le directeur de l'Académie de la Sec Mimosa. Une vraie leçon du métier de formateur. Et n'hésitez pas à faire un tour sur podio.fr, P-O-D-2-I-O, le site de référence pour retrouver les meilleurs podcasts de sport du moment. À bientôt!